Au coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorer les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Bonjour Olivier, Bonjour Christine. je me réjouis de t'accueillir aujourd'hui parce que tu fais partie de ces personnes qui se posent des questions sur à la fois le monde que nous vivons aujourd'hui et quelle serait l'issue de cette réalité plutôt clivante, brutale qui s'affronte, dont tu nous diras ta compréhension d'une part, ton analyse d'autre part et tes voies de résilience par ailleurs. Ce que je vais te proposer dans un premier temps, c'est que tu puisses dire ce que tu as envie de dire de toi, parce que sur l'instant, eh bien, c'est pas forcément figé comme la 4e de couverture du livre 2 ou 1. Donc je préfère que tu dises ce qui est vivant et vibrant là, maintenant pour toi, pour te définir et que les personnes, les interlocuteurs puissent comprendre, voilà, dans quel cadre de référence tu te situes et qu'ils puissent saisir ton propos à l'aune de cette présentation. Est-ce que ça va? Ça va Christine, écoute, je vais dire ce matin ce qui m'habite donc, comme j'ai un peu les cheveux blancs, donc j'ai 65 ans. Avec mon épouse, nous avons 4 garçons, 3 petits-enfants. Je m'occupe aussi de beaucoup de mes mes très vieux parents aujourd'hui. Donc cette ambiance familiale, de là, depuis à peu près 1 an voilà, me tient davantage qu'avant, hein. C'est donc aussi un cadre intéressant, les relations familiales plutôt de proximité, qui expérimentent aussi, les liens et parfois la difficulté des liens des uns avec les autres. Hem, je participe, depuis déjà une dizaine d'années dans une coopérative d'activité d'emploi qui s'appelle Oxalis, où j'ai découvert le métier d'entrepreneur, mais en collaboration avec d'autres. Avant j'avais eu des métiers salariés dans la fonction publique, d'État, fonction publique territoriale. J'ai été aussi vice-recteur à la Cato de Lyon pendant 4 ans jusqu'en 2016 et puis à ce moment-là, j'ai basculé vers, cette nouvelle aventure que j'avais jamais fait d'entrepreneur, où j'ai proposé, mais je continue, des conférences, des formations autour d'une pensée que j'ai développée pour essayer de me raccrocher aux branches. Dans les années 2000, j'ai été beaucoup bousculé d'une part par mes enfants, où mes points d'appui étaient, vacillaient et puis aussi dans mon travail, j'étais plus en accord avec, ce que je ressentais et j'ai dû, renouveler un peu ma pensée profonde et ce qui m'a amené à m'intéresser davantage à la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, enfin que qui m'a toujours animé, mais encore plus largement pour essayer pour moi-même d'abord, hein, d'interpréter ce qui se passait, et d'être moins perdu et c'est autour de cette, réflexion-là que je me suis bien dit: «Mais ça peut intéresser aussi d'autres personnes, d'autres organisations» et c'est ce que je fais toujours. Alors avec, une dimension moins proactive actuellement, parce que de par mes travaux salariés précédemment, j'ai la chance d'avoir une pension de retraite, comme on dit, qui me permet d'avoir une liberté encore plus forte voilà, d'intervention à tout simplement comme je le souhaite, mais aussi comme on vient me chercher, comme tu viens me chercher aussi et j'en suis très ravi, et c'est assez agréable, on va dire, hein, et c'est privilégié de pouvoir être dans cette attitude-là, d'être à l'écoute et donc en général le dire oui, hein, quand on vient me demander d'intervenir ici ou là. Heu, mais ceci dit, j'ai aussi beaucoup aimé faire ce qui était pour moi difficile, quand j'ai commencé, à partir de rien, hein. Mon travail d'entrepreneur, c'est d'aller chercher des clients. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi le marketing? De voir ça aussi du côté intéressant, d'aller au-delà de ce que je connaissais de moi-même. Voilà, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je peux dire aussi que je jardine beaucoup et de plus en plus. Bon, j'ai une origine campagnarde, hein, et là je retrouve, depuis déjà quelques années de plus en plus, l'importance du travail de la terre avec les végétaux, les insectes. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes une journée, racine au calendrier lunaire et je vais aller tout à l'heure, semer les carottes, les panais, les céleris et ça me réjouit d'avance. Voilà, un peu rapidement dit, Christine. Eh ben, merci. Alors pour les auditeurs, l'objectif de cet entretien, qui s'inscrit dans les podcasts d'Altercop, c'est que les 5 séries que nous avons, développées dans ces podcasts, elles visent toutes à la fois à donner,
des clés de compréhension pluridisciplinaires et multi-acteurs, donc avoir différents points de vue sur la compréhension et l'analyse du réel, de ce que nous vivons aujourd'hui et également, d'avoir, une pluralité de réponses possibles. Hem et c'est ce vers quoi, je je m'oriente avec toi, ce matin. C'est de pouvoir, bah, voilà, comprendre, quel est ton point de vue, ta compréhension, ton analyse. Parce que pour moi aussi, l'évidence, c'est d'aller chercher profondément les compréhensions de notre monde avec une amplitude longue, sur le temps pour pouvoir, agir avec davantage de justesse. Donc, je ne vais pas continuer sur moi, mais c'est pour dire combien ça s'inscrit dans ce que l'on cherche à faire et vraiment avec cette pluralité de d'acteurs réunis, de points de vue, d'hommes et des femmes qui pensent et qui agissent le monde en émergence. Voilà, donc peut-être que je vais te donner la parole sur, un sujet qui est est-ce que tu peux commencer par hem, nous nous donner des clés de lecture et de compréhension sur ton analyse du monde, c'est-à-dire le fruit de tes réflexions, Mmh. profondes. Est-ce que tu pourrais commencer par ça? Bah, écoute, commençons par ça. Alors je vais être un peu caricatural et donc il faudra mettre, au fur et à mesure de la nuance. Néanmoins, je pense que ça aide à en tout cas pour moi et donc je le propose comme, à ton invitation, de comprendre depuis déjà quelque temps les événements du monde à toutes les échelles, hein, de l'échelle personnelle jusqu'à l'échelle mondiale, heu, en en interprétant cela comme un basculement d'une situation à une autre. Donc je me nourris aussi beaucoup de pensées, hein. J'ai développé ma propre pensée, depuis une bonne vingtaine d'années. À partir de la j'ai d'abord une appétence pour les sciences, et donc effectivement, est-ce qu'en fait, parce qu'il y a plus beaucoup de sciences aujourd'hui, on pourra peut-être y revenir. Donc voilà, en fait, les sciences sont assez modestes et elles ont été prises dans une toute-puissance et qui fait qu'elles ont, eu du mal à elles ont toujours du mal à dire, leur vérité. Donc je suis parti aussi de cette pensée-là pour élargir vers la philosophie, la sociologie, l'anthropologie et voilà, je me suis dit qu'il y avait un monde qui a été magnifique et qui était en train de s'effondrer. Ça s'appelle une culture, une civilisation. De mon point de vue, je l'appelle la modernité techno-scientifique occidentale, qui a duré, plusieurs siècles. Ça dure 400, 500, puis plus, centaines d'années les civilisations et puis elles ne se sont pas éternelles, hein, comme l'a dit d'ailleurs Paul Valéry en 1919 après la Première Guerre mondiale. Les civilisations sont mortelles et je pense que c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Une civilisation meurt et en général, ça se passe mal à ce moment-là et puis une nouvelle est en émergence et c'est là, de ce côté-là, que je me situe davantage, où il y a moins de monde souvent, hein. Qu'est-ce qui est en train d'émerger? Alors toi, bien sûr, tu participes de ces pensées-là et de ces actions-là, et donc une nouvelle civilisation sur un nouveau paradigme au sens très profond de croyance, de spiritualité, de science, de philosophie, qui est en émergence et à ce moment-là, il y a un élan de création, un élan de vitalité, qui est extraordinaire, mais qui est, pour l'instant encore, un peu caché parce qu'effectivement le mainstream, comme on l'appelle souvent, domine très largement à travers déjà toutes nos institutions, bien sûr les médias, et tout cela. Et donc il y a un combat, qui nous traverse tous, hein, personnellement, mais donc, toutes les organisations humaines, entre, voilà, comme un désir de continuer, la gestion technoscientifique de toute puissance et toute maîtrise par la technologie et puis, bah, les échecs dans lesquels elle se trouve aujourd'hui, les impasses et puis aussi comme nous sommes des êtres vivants, hein, j'y reviendrai aussi sans doute et nous ne sommes pas des robots et bien par la vie, il y a quelque chose en nous qui aspire à autre chose, que nous avions oublié depuis longtemps et qui est en train de ressurgir, mais qui est quelque part incompatible avec une vision trop rationaliste du réel. Voilà, je veux dire un petit peu vite, mais tu vas m'aiguiller. Alors est-ce que alors sur cet aspect, je le partage largement puisque moi mon dada, c'est la néo-renaissance, donc on est bien d'accord sur, quelque chose qui est différent et qui émerge. Hem, Qu'est-ce que tu pourrais, caractériser comme, opposition entre cet aspect de technoscientifique et de vivant? En quoi ces 2 mondes-là, s'opposent, si tu as envie de
d'un côté de caractériser, peut-être de donner quelques clés de référence d'un côté et de l'autre, comme tu veux. Effectivement, ça vient de loin, ça vient genre ce que j'appelle moi vraiment le lancement de la civilisation technoscientifique, plutôt de scientifique au départ, puis qui s'est technologisé dans la suite, ce qui est notre cas aujourd'hui. Et ça démarre à peu près au XVIIe, enfin avec les grands fondateurs que sont Galilée, Descartes, Bacon, Newton, avec la promesse qui était vraiment une promesse à l'époque que par la connaissance, des lois physico-mathématiques qui gouvernent le réel, parce qu'elles avaient pas été découvertes, hein, au début du XVIIe, elles vont se découvrir à partir de ces savants-là et puis évidemment dans la suite, que le réel est potentiellement écrit en langage mathématique comme le postule Galilée. Eh bien, on va découvrir, voilà, que le réel est mathématisable, et à ce moment-là, on va, comme le dit Descartes dans le Discours de la méthode, devenir comme maître et possesseur de la nature. Cette promesse-là, elle va se réaliser, en fait, grandement, et ça, c'est extraordinaire, effectivement. Quand on est à ce moment-là et on se remet dans les écrits de ces auteurs, il y a un enthousiasme qui est magnifique, quoi, et on peut se poser d'ailleurs la question, pourquoi pas à d'autres moments de l'histoire et d'autres lieux de la planète, c'est pas arrivé? Pourquoi dans ce petit bout d'Europe, occidentale, à ce moment-là, ça se passe? Hem, voilà, et donc effectivement, il se passe des choses à ce moment-là qui vont générer des découvertes. Puis, donc au sein de cette science, dont Descartes, dans le Discours de la méthode, décrit la méthode scientifique, hein, qui est valable jusqu'à aujourd'hui, mais c'est en train de changer. On pourrait revenir sur ce qu'on appelle, les data science. De la de la technique va se déployer, notamment la révolution industrielle, fin 18e en Angleterre et qui arrive vite sur le continent, et qui va donner aux Européens une puissance, d'action matérielle, et notamment militaire, auquel personne peut résister. Et donc, je dirais le 19e siècle est à peu près le sommet pour moi, de ce moment-là, où il y a une philosophie qui est très, très inscrite, qui tient le coup, une philosophie, une spiritualité même de la science, et puis une action sur la matière, et qui est très, très puissante à ce moment-là. Et puis, je pense que ça prend l'eau vraiment, alors il y a des auteurs qui le disent dès le début, hein, on pourrait peut-être y revenir comme, Blaise Pascal qui dit: Ça va pas marcher cette affaire-là», donc c'est très important de retrouver leur pensée dès le début. Néanmoins, à partir de la Première Guerre mondiale, il y a une inversion qui se passe et qui est vraiment tragique, dont on reçoit aujourd'hui, 100 ans après, les conséquences. C'est que la technoscience qui a été faite pour libérer les hommes, pour leur donner effectivement une façon de mieux vivre, hein, d'être moins victime de la nature qui est pas toujours sympa. Et bien là, dans ce premier conflit mondial, eh bien toute la technoscience est utilisée au service de la mort industrielle. Et ça, c'est une tragédie, c'est pour ça que je reviens sur les mots de Valérie, quoi. L'Europe s'est suicidée, hein, en 14-18, ça, je pense que c'est vrai. Elle a nié cette promesse de salvatrice, hein, qu'incarnait jusqu'à ce moment-là la vision, scientifique et technique, du réel. Heu, voilà, et donc aujourd'hui, eh bien, on est dans cette fin de civilisation, à mon avis, puisque, par la technique et la science, plutôt par la technologie désormais, eh bien, nous-mêmes les humains, nous sommes objectivés, et nous sommes de moins en moins libérés, mais de plus en plus aliénés, hein, par la technologie. Et ça, c'est tragique parce que toutes nos institutions ont été bâties sur cette puissance technoscientifique libératrice. Or, maintenant, elles contribuent à l'aliénation, heu, à l'oppression, et on est donc perdu de ce point de vue-là, hein, au niveau, global. Alors, je me réjouis que nous ayons, des marqueurs, similaires qui peuvent être à la fois des marqueurs, référencés ou des marqueurs, pardon, qui sont le fruit de la logique. Parce que effectivement, dans les essais que j'ai commis, avec l'objectif de faire comprendre ce qui décline et ce qui émerge, j'avais aussi fait le marqueur des 2 guerres mondiales et surtout de la deuxième, où, quand il y a une industrialisation systématique de la mort humaine, et c'est pas pour rien qu'on a eu avec l'être et le néant derrière, alors Mmh. on a atteint un point de non-retour quant à la promesse précisément que la technologie peut assurer le bonheur de l'humanité. Donc là, on a fait une rupture à 2 moments, la 1re et la deuxième guerre mondiale, comme si on n'avait pas compris une première fois, Oui. et là, on a touché une limite, pour moi qui est phénoménale et qui est le point de rupture de notre civilisation en effet, de progrès.
qui associe, raison, science et progrès. Parce que tu le mentionnais tout à l'heure, tu parlais de Descartes ou de Pascal. Effectivement, ce qu'ils avaient à l'époque, eux, c'est qu'ils étaient aussi des métaphysiciens. Oui, Ces personnes étaient à la fois ancrées spirituellement, avaient une curiosité, un enthousiasme co-créateur de d'un monde, certes, mais ils avaient, une appréhension intellectuelle et rationnelle qui était alignée, ce que je dirais avec mes mots aujourd'hui. Et la grosse difficulté, me semble-t-il, que nous avons, et comme ça va te permettre, l'ouverture sur, l'autre dimension, c'est que nous avons aujourd'hui, et a fortiori depuis, cette deuxième partie du XXe siècle, complètement coupé nos racines spirituelles, et donc on a quelque chose qui évolue tout seul, à savoir une technique pourtant, Montaigne nous l'avait dit, hein: «Science conscience sans conscience n'est que ruine de l'âme», mais il semble qu'on n'ait pas forcément, vraiment compris et écouté. Je te laisse la parole pour réagir. Donc on était sur le volant de qu'est-ce qui fait ce marqueur? Qu'est-ce qui fait que ça débute? Qu'est-ce qui fait que ça émerge? Et qu'est-ce qui fait que ça se casse la figure? Hem et donc qu'est-ce qu'il advient? Alors à toi. oui, alors là, il faudrait beaucoup de temps. Tu as raison, au XVIIe, ils sont encore appuyés sur le Moyen Âge, alors qui s'était cette magnifique civilisation du Moyen Âge qui s'est effondrée dans les guerres de religion, hein, mais qui voilà, qui est encore en soubassement au niveau spirituel. Et effectivement, un Descartes, un Pascal, ils ont eu, ils le racontent d'ailleurs, hein, des expériences spirituelles, qui les ont totalement marqués, hein. C'est moins le cas de Galilée, ça on pourra peut-être en parler, qui est plus voilà, qui est plus un ingénieur au sens, comme c'est devenu le mot plus classique. Et donc ils sont immenses en fait, hein, et c'est sur cette immensité-là qu'ils vont développer une toute nouveauté, hein, de cette toute mathématisation du monde, qui a été aussi préparée par une évolution des notamment de l'algèbre au XVIe siècle, nouvelle écriture algébrique. Bon, bien sûr, ils sortent pas de rien, hein, bien sûr, il y a des c'est aussi des singularités de personnes, mais néanmoins, il y a bien sûr un soubassement qui vient de loin. Bon, et donc, il y a encore cet enthousiasme, effectivement philosophique, et cette promesse, qui va être développée aussi par les Lumières, hein, au 18e, qu'effectivement, par le progrès, technique et appuyé sur les sciences, et qui va aussi, c'est une autre dimension importante sur le plan démocratique, va changer les choses, hein. Donc il y a cette aspiration-là. Alors je pense qu'il y a une baisse spirituelle, c'est-à-dire que la spiritualité de ces savants, c'est que, c'est Einstein qui le dit: «Ce qui est incroyable, c'est que le réel soit intelligible», comme il dit. Ça, c'est aussi une vision platonicienne d'un émerveillement qui est effectivement des mathématiques dans le réel, quoi. Que dans le cosmos, moi, si on reprend un peu les mots grecs, dans le cosmos, il y a une harmonie, et qui a et du nombre, hein, c'est Pythagore, c'est Platon. Donc il y a aussi cet héritage-là, et donc là, c'est une mystique, qui est partagée, que d'ailleurs je partage pour une part importante. Mais cette mystique que la science, elle est faite pour contempler l'univers, le cosmos, eh bien cette mystique, elle va être en fait petit à petit, oubliée au profit de l'opérationnalité de la technique. En fait, c'est la technique qui va prendre le dessus sur la science progressivement, d'où la technoscience. Il n'y a plus beaucoup de science aujourd'hui dans le sens que je viens de dire. Quand tu proposes, un projet de recherche, à l'agence de la recherche ou au CNRS, c'est pas pour contempler le réel, c'est pour être voilà, une vision utilitariste. Et ce renversement-là qui me paraît pas évident, mais justement, en fait, il tue, la spiritualité profonde, de ces grands savants. Et alors à mon avis, c'est autour au cours du 19e que les choses, se basculent un peu avec une vision donc scientiste, plus scientiste qui en fait, qui nie ce qui n'est pas science. Là aussi, ces savants, comme je disais, ils étaient des philosophes, donc la connaissance n'est pas que la science, mais petit à petit, la connaissance va se restreindre à que la science, et ce qui n'est pas scientifiquement mathématisable, donc mettable en équation, ça n'existe plus, et ça, c'est une ruine, de la diversité de ce que nous sommes, nous les êtres humains, et pas seulement, je pense tous les vivants. C'est que pour connaître, on n'a pas que la science. On va pouvoir, sans doute en reparler, et c'est ça qui reprend aujourd'hui, c'est que la science est bien sûr magnifique pour connaître, mais il y a d'autres façons de connaître, hein, et effectivement, c'est en liant les ensembles des dimensions que la vie est vraiment riche. Eh bien, petit à petit, ça va s'affadir, hein, devenir de plus en plus étroit,
Au cours du XXe siècle, en fait, cette affaire-là et je pense que, les 2 conflits mondiaux dont on parlait vont, je dirais, manifester cet effondrement spirituel, hein, philosophique, hein. Où effectivement, ben, ce que vivent les soldats dans les tranchées, de 1914-18, c'est tellement indicible, c'est tellement impossible à penser tellement c'est d'une violence folle, folle, folle. Ils peuvent même plus en parler et effectivement ça va remettre, ça avec, la deuxième guerre mondiale et les camps d'extermination, la bombe atomique et ça continue. Ouais. Ça continue, on le voit bien sûr aujourd'hui avec la guerre qui revient. Hem et donc toute la technologie au service de la destruction, totale de l'autre, hein. Et donc là, ça tue effectivement cette dimension, spirituelle de salvatrice en fait, que porte la science en elle-même, mais comme je disais, il y a plus beaucoup de science de ce point de vue-là. Mmh. Plus un discrédit, de ce qui n'est pas observable avec, les clés mathématiques et scientifiques. Puisque Oui, c'est comme ça qu'on a pu mentionner la rationalité et le reste qui est décrit comme irrationnel avec un propos complètement, comment dire? Critique sur la question, au lieu de dire: «Bah, voilà, on a 2 accès au monde qui sont, qui sont distinctes et avec un accès au réel qui est différent, qui est simplement différent. Comme, alors, les neuroscientifiques ça n'apprécieront pas, mais c'est pour, à visée, pédagogique et simplifiée, mais si on a physiquement 2 hémisphères du cerveau, avec des tas de compétences qui sont mêlées un petit peu partout, mais enfin, en gros, si on a des compétences, distinctes à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pour bien appréhender le réel avec des facettes différentes et là, c'est comme s'il n'y avait plus qu'une route, qu'une voie, qu'une méthode, qu'un seul moyen, d'accès au réel. Alors est-ce que tu aurais envie de nous parler de cet, autre accès au réel, de cette autre dimension à côté de la science, ce que toi tu décris comme, vivant? Est-ce que tu peux, nous redire? oui, effectivement, le rationnel s'oppose à l'irrationnel, alors qu'il faudrait plutôt parler de arationnel, comme tu viens de le faire, hein. Il y a de la connaissance qui n'est pas du domaine du rationnel, mais qui n'est pas pour autant anti-rationnel, hein, comme le dit le mot irrationnel. Donc je parlerais plutôt de non rationnel ou de arationnel, hein, pour reprendre le préfixe privatif grec. Alors oui, donc moi j'essaye depuis quelque temps déjà, d'apprendre, de découvrir, de comprendre, heu, par d'autres, méthodes. La méthode scientifique m'intéresse toujours, hein, évidemment, puisque d'ailleurs il y a encore, alors il y a encore des lieux où il y a encore de la belle science. Heu, bah, par ma sensibilité, par mes sens, par mes intelligences de ce point de vue-là, hein, les intelligences sont plurielles, par mes sens, par une pensée philosophique qui est au-delà d'une rationalité étroite, par les arts, heu, par les affects, évidemment par les émotions et les affects et la spiritualité aussi. Et donc toute cette diversité de façons d'être au monde et de rejoindre le monde, on va prendre ces mots-là, bah, c'est immense, quoi. Et la science en fait partie avec d'autres et s à ce moment-là, elle est plus modeste. Elle dit pas: «Je vais tout, je vais voilà, c'est moi qui dis tout», quoi. Elle dit des choses que d'autres ne disent pas, donc il faut bien sûr, ça c'est très intéressant. Mais comme moi j'ai bon, même si je progresse, j'ai quand même été atrophié dans ces dimensions-là et ça que je retravaille avec des tas d'autres, notamment, quand je suis dans mon jardin parce que c'est là, c'est un lieu majeur pour moi de réapprentissage. Je retourne à l'école maternelle, on pourrait dire à ce moment-là, de réapprentissage, d'autres dimensions oui, de comprendre avec d'autres, hein, donc les autres êtres vivants, de trouver des chemins de vie dans, un peu la direction du monde. Comme bon, c'est difficile aussi pour les autres, vivants en ce moment ce qui s'arrive, hein. Il y a pas que pour les humains que c'est pas facile, c'est évidemment très difficile pour les autres vivants, mais ils cherchent à vivre, quoi et donc c'est la notion de vie. On peut bien sûr poursuivre sur cette notion de vie que les occidentaux, mmh, pratiquement depuis les Grecs, hein, on a quand même un peu perdu le fil de ce que c'est que la vie et qu'effectivement, la raison, scientifique s'est opposée à la vie. D'ailleurs, j'ai juste un petit clin d'œil, mais on parle souvent aujourd'hui de vivant, qui pour moi reste un mot conceptuel et rarement de vie, qui est un mot plus spirituel.
Donc moi, je fais un peu attention de parler plutôt de vie. Bon, des êtres vivants aussi, puisque ça, c'est des êtres qui sont vivants. Mais le vivant est un mot un peu conceptuel et alors nous, les Français, on est un petit peu plus embêtés que d'autres parce que notre langue est très conceptuelle et qu'il y a des langues qui le sont beaucoup moins et les langues, orientales sont moins conceptuelles, les langues sont plus fluides. Effectivement, en se ressourçant aussi aux pensées, orientales et extrêmes orientales, indiennes, chinoises, japonaises, et autres, il y a aussi de nouvelles façons de voilà, de comprendre ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est une vraie richesse actuelle, quoi, depuis déjà quelques moments, mais enfin pas tant que ça, enfin depuis au moins un bon siècle, on a accès à toute cette grande pensée, qui sont pas des pensées, rationalistes. OK. Alors, qu'est-ce que tu dirais pour, expliquer quel est ton point de vue sur, ce qu'est le vivant, et ou la vie? Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, on a un effet, marketing monstrueux. Pour moi, ça fait partie de ce que j'appelle la transition washing. C'est comme si, je sais pas si tu te rappelles de ce petit, de cette première émergence de jeux vidéo, ça s'appelait Pac-Man. C'était un espèce de enfin personnage, c'était embryonnaire comme personnage, mais en tout cas, ça avançait sur une ligne droite et ça mangeait tout ce qu'il y avait et moi, je vois cette transition washing en absorbant tout ce qui est devant. C'est-à-dire le moindre concept qui émerge, hop, on s'en saisit, on fait un buzz pas possible, on en parle partout au point de le saturer et après il est mort avant même d'avoir pu commencer à produire ses fruits. Donc là, dans tous les milieux, académiques ou opérationnels, on passe allègrement, de la symbiose, au vivant, puis après au régénératif, puis à la robustesse, enfin bon, à la permaculture. Tu les mets dans l'ordre que tu veux, mais pour moi, ça procède de la même chose, c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à saisir le vivant juste parce que c'est quelque chose qui ne se saisit pas que conceptuellement, que l'on puisse avoir cette position méta qui n'est pas inintéressante, hein, ça évite de se noyer, heu, dans des errances parfois, hein, s'il n'y a pas le discernement, intellectuel et d'analyse, c'est dommage, mais c'est comme la main droite et la main gauche, on a besoin des 2 quoi, tout simplement et donc ce vivant qui est saisi de façon, intellectuelle au mieux et marketing au pire, est dessaisi de sa consubstance qui est quelque chose qui s'expérimente, qui se ressent, qui se vit. Merci pour la tautologie. Le vivant, ça se vit. Et c'est pour ça que pour moi, les transformations n'auront lieu que le jour où on va incarner. Je suis ravie qu'on pense et qu'on écrive. Tous les 2, ça fait partie des choses que l'on fait, et pas que. Mais si on peut aussi se l'appliquer et aussi l'incarner, c'est là que ça va se faire. Quand tu parlais de la science au départ qui était contemplation des merveilles du monde, on est à un tout autre endroit. Après que cet émerveillement, cette fascination poétique ait donné envie de s'asseoir avec un papier, un crayon et d'essayer de comprendre s'il y avait des lois, qui le régissent et quelles qu'en soient les applications, pourquoi pas? Mais effectivement, on est parti et là, le vivant, je ne sais pas quel est le dernier mot qui va sortir. Après, voilà, on a eu anti-fragilité aussi, enfin bon bref, n'importe quel mot qui sort. Donc quand tu commences à le décortiquer, tu dis: «Mais, ça là, c'est très, très proche de celui-là aussi quand même, hein». Mais comme les gens sont perdus intérieurement, ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion d'alignement, bah, ils prennent le dernier truc à la mode, supposant que ça va changer leur vie, alors que le vivant est plutôt en termes de cycle et ils nous regardent passer, hein. Ils se disent: «Bon, bah, à un moment donné, ils vont s'arrêter» et ça revient, au jardin. Donc je reviens à ma question avec toi. Pour toi, qu'est-ce que c'est le vivant? Qu'est-ce que c'est la vie? Comment tu le définirais, qu'est-ce que tu auras à en dire? Eh bien, je réapprends à pouvoir en parler mais comme tu le dis, c'est cette tautologie de la vie, c'est l'expérience de la vie, c'est la vivre et donc je suis moi-même un être vivant. Donc c'est déjà, donc ce un retour d'un peu d'introspection, c'est qu'est-ce qui se passe en moi, hein? Qu'est-ce en tant qu'être vivant? Fondamentalement, c'est quand même le plus facile et le plus pratique, c'est moi-même et cette merveille que je suis et c'est donc devenir qui je deviens, c'est cette attention-là. Et toi aussi, Christine, et c'est ce qui m'intéresse chez toi, et c'est dans nos interactions d'êtres vivants que on devient chacun qui nous devenons individuellement et collectivement.
Bon, c'est tout ça, je dis peut-être des choses un peu vite, mais c'est quand même assez fondamental. Pour des choses très précisément, pour moi, la vie, c'est la création permanente et c'est ça qui est très déroutant et qui ne peut pas être attrapé par la science. Parce que la vie, elle est création absolument déroutante et je dirais, on peut pas mettre comme tu dis, on peut pas mettre la main dessus. Elle est toujours en train d'échapper et de faire du neuf de chez neuf qu'on n'a jamais vu. C'est ça sa magie, hein. Heu voilà, donc ce que je vais dire tout à l'heure, je sais pas, toi, bien sûr, on a des lignes quand même, mais quand même, il y a de l'explosion de nouveautés et c'est cette attention-là, qui me paraît être magnifique, en tout cas, ce qui m'intéresse, hein, dans la vie. C'est la toute nouveauté, et toujours à toujours et qui donc, je dirais, ne peut pas être, maîtrisée, ne peut pas, être dominée et quand elle est, bien, elle s'enterre un peu puis elle attend quoi, comme tu le disais tout à l'heure, elle attend qu'on arrête les bêtises quoi. En même temps, bien sûr, il y a beaucoup de casse et de souffrances qui se passent, mais néanmoins elle demeure, et elle est toujours en train de chercher des failles où elle peut pas voilà, surgir. Donc j'ai d'ailleurs moi une définition du réel désormais qui n'est plus le réel est mathématisable de la modernité, philosophique, mais le réel, c'est le surgissement. C'est ce qui surgit et qui était absolument imprévisible. C'est pas par un déficit de science, c'est que c'est pas prévisible vraiment quoi. Pas prévisible, en tous les cas par la science, mais néanmoins, il y a en moi comme ouais, c'est toutes ces dimensions intuitives, spirituelles enfin, qui sont traversées par l'intérieur et qui me permettent de couler dedans, de me voilà et d'être moi-même comme un réceptacle et un entonnoir de cette vitalité et à travers ma singularité de personne, de ma vie, et de dire une singularité de la vie. Toi, tu en es une autre et moi j'ai ma chienne là qui est à côté de moi, qui en est une autre et puis, je regarde mes plantes, dans le jardin, voilà, on est plein de singularités et on fait aussi, ça c'est un peu le le multiple qui fascinait les Grecs, hein. Il y a une unité de toute cette vie et une multiplicité invraisemblable, quoi. Et c'est ces 2 dimensions qui me fascinent. C'est quoi la vie dans son unité? Alors là, bien sûr, parce qu'on va en parler plus conceptuellement, intellectuellement, comme tu le dis, et qui se manifeste dans une diversité de plus en plus grande, quoi. C'est pour ça que l'effondrement de la biodiversité, ce massacre-là c'est un crime de première grandeur, quoi, par rapport à la vie, hein. Néanmoins, la vie, bon, elle est plus intelligente de toutes nos bêtises, donc j'ai une confiance de fond là-dedans. Et voilà un peu ce que je dirais, c'est vrai cette création et dans mon jardin, où je suis avec, les plantes et les animaux, eh bien, je suis attentif à qu'est-ce qui se crée? Bien sûr, le fait que moi j'agis, je plante, j'enlève telle plante, je la déplace et cetera, je sème, ça agit, hein, et j'en suis heureux. Mais aussi, c'est des choses qui apparaissent que j'ai pas prévues, je dis: «Mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi?» Voilà, j'enlève pas, et cetera. Et donc cette aventure-là, elle est très, voilà, très intéressante, très dynamisante. Merci. Tu disais tout à l'heure que, tu voyais que ces 2 modèles étaient en opposition, donc le techno-scientifique et le vivant. Est-ce que tu peux nous détailler en quoi tu les vois, en opposition, s'il te plaît? Hem, le mot de IA, je vais prendre ce mot-là, dite intelligence artificielle. Donc moi, ça m'a toujours beaucoup gêné qu'on dise ce mot d'intelligence. Donc en fait, cette intelligence-là, elle est computationnelle, disent aujourd'hui les penseurs de l'IA, hein. Oui, c'est une pensée vraiment calculatrice, c'est une calculatrice. Mes intelligences sont absolument plurielles, quoi. Effectivement, si je réduis le réel à, de la mathématique et aujourd'hui des zéros et des 1, hein, c'est très étroit, quoi. Et ça peut pas ça dit rien d'intéressant, même ça ça casse, ce qui ne rentre pas dans cette cadre catégorie-là, donc la plupart de la vie, quoi. La plupart de la vie n'est pas mathématisable, n'est pas algorithmisable, n'est pas IAisable, pour dire un peu. Hem Et donc ça s'oppose, quoi. Et si, effectivement, je vois le réel uniquement comme un paquet de big data, comme les êtres, comme uniquement des paquets de big data, eh bien je rate tout, quoi. Je rate presque tout, hein. Et je fais beaucoup de mal, en fait, puisque ça coupe, ça empêche les autres dimensions de se déployer. Et notamment, ça empêche de pouvoir, bien agir bien agir pour augmenter la vie. Enfin, à mon avis, le job des humains désormais, c'est de faire croître la biodiversité. Désormais, ça a toujours été le cas, mais maintenant on va l'affirmer et on le fait, quoi.
Et donc et pas l'inverse. Or aujourd'hui, ce qu'on observe effectivement avec tous ces indicateurs qui vont dans le mauvais sens, c'est qu'effectivement par la technologie qui a comme extrait les humains, heu, d'un enracinement, terrestre, hein, comme le dit Bruno Latour, hein, terrestri ouais, on est des êtres terrestres, je dirais terrestre, c'est-à-dire de terre, heu et ce qui nous a extrait de ça et bien sûr elle est indifférente. Cette technologie est indifférente et quand on écoute les les transhumanismes au sens large, là encore il faudrait mettre des nuances sans doute, il y a comme cette désincarnation dont tu parlais à un moment donné tout à l'heure là. Effectivement, nous sommes désincarnés, mais moi je ne suis pas désincarné, je suis incarné. Je suis de chair et de sang, hein, et plein de sensibilité, hein, c'est tout, je suis comme ça. Donc je revendique ça et c'est par ces sens-là que je vais de plus en plus connaître, voilà, connaître, naître avec, et non pas savoir. Il y a comme une différence entre le savoir, qui est intéressant mais qui est étroit, et la connaissance, qui est du naître avec par la découverte, d'autrui, quoi. Donc il y a une véritable opposition. Si on veut tout mettre dans le savoir, dans la science computationnelle, dans le calcul, dans la big data, ben, on tue ce qui ne peut pas rentrer là-dedans, c'est-à-dire la plupart. Voilà ce que je peux peut-être et là, on est du côté de la vie. Bah, la vie, elle dit tout ça, quoi. Alors en mots, en français, on a qu'un seul mot pour dire ça, donc on est pauvre, c'est un peu embêtant, donc je pense que moi, voilà, c'est important de voir, ce que les poètes, les littérateurs, en matière de langue, en tous les cas, va nous inventer. En grec, il y a déjà 3 mots pour dire vie et voilà, donc je suis attentif à comment on va dire cette pluralité de la connaissance, de la vie. Est-ce que tu pourrais déjà nous les partager, ces 3 mots grecs pour dire la vie, s'il te plaît? Alors il y a ou bios, qui est masculin, qui va donner biologie. Il y a e psyché, qui est féminin, qui va donner la psychologie, qui est plutôt l'âme en latin. Et puis il y a e zoé, qui va donner zoologie, hein. Et ces 3 mots disent pas la même chose. Et d'ailleurs comme, hobios, e psyché et zoé qui est féminin, on voit bien qu'ils sont pas du tout la même les mêmes mots, hein. Donc bios, c'est plutôt la vie fonctionnelle, la vie effectivement qui une machine qui fonctionne. Il faut effectivement que mon coude il marche, que mon estomac il fonctionne. C'est ce que nous fait la biologie. Sinon ça marche pas. Psyché, on est plutôt du côté effectivement, des animaux, hein, les animaux ont des et d'ailleurs les végétaux aussi pour les Grecs ont une âme, hein, une psyché. Donc c'est la vie, aussi, la vie vitale en fait, hein, plutôt le vitalisme qui s'inscrit là-dedans, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui échappe à uniquement le fonctionnalisme. Et puis Zoé, qui a à la fois, qui a un sens politique, hein, comme, Aristote parlait des an de zoon politikon, des animaux politiques, les humains. Mais donc ça, c'est vrai, donc effectivement, c'est la vie collective, la vie politique, comment, et si c'est une vie plus transcendante, hein. C'est la vie qui s'oppose à la mort, hein. Et dans l'Évangile, justement, il y a beaucoup de jeux de mots dans l'Évangile sur ces mots-là et qui sont souvent totalement perdus quand on traduit tout par vie, quoi, hein. Heu, donc le vivant, le Christ ressuscité, je pense, il est zoon, hein, c'est là, il passe de la psyché à la zoé, quoi, hein. Donc c'est un peu ça tout l'art à mon avis de la vie présente, c'est passer d'une vie, un peu plate quelque part, fonctionnelle, puis assez plate à une vie, immense, hein, qu'incarne le mot de Zoé, hein. Ce prénom d'ailleurs Zoé, qui est équivalent à Ève en hébreu, hein, c'est vraiment la vivante, quoi, la vivante de chez les vivantes, quoi, hein, ces mots-là. Voilà, donc voilà ce que je peux dire un peu trop rapidement de ces trois mots grecs. Bah, je pense qu'on va s'y arrêter un peu plus précisément parce que, bah, oui, parce que je pense qu'ils permettent vraiment de sentir le dérapage. Mmh. C'est-à-dire qu'à contrario de l'ordre dans lesquels tu les as pris, on va dire qu'on fait la descente dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on est Mmh. passé hem, de Zoé à psyché, enfin, j'ai tendance à dire psyché maintenant, mais c'est ma déformation professionnelle, à Obios et là, tu les as repris dans ce sens-là et je pense que ça peut être intéressant que tu leur donnes un peu plus de chair. D'abord parce que la plupart des auditeurs n'ont pas la connaissance des 3 sens différents et donc ils ont sans doute une substance différente. Hem Et puis comme je vois que tu fais le lien avec, avec l'Ancien Testament ou le Nouveau, enfin déjà avec l'Ancien Testament, je pense que ça mériterait
un peu plus d'approfondissement pour que l'on puisse sentir, hem, quelle est la cassure que nous avons, réalisée en ne traduisant que par un seul mot? Ce qui est quand même un grand classique de la traduction de la Bible, hein, c'est enfin de la Torah d'abord et de la Bible après. La problématique majeure, c'est la traduction. Enfin, on a éliminé, l'essentiel des sens subtils, on a éliminé les nuances qui ont fait que ça accentuait les polarités. Enfin voilà, on a fait une réduction, incroyable de la richesse de ce qui est apporté quand on a la chance de lire dans le texte, ce qui n'est pas le cas, je rassure tout le monde. Je ne le lis pas dans l'hébreu, classique ou l'araméen. Hem, donc on passe par déjà plusieurs langues, hein, araméen, hébreu, grec, latin et hop, français et on sent toute l'orientation individuelle qu'il y a derrière, ce que je dirais avec ma casquette de psy, enfin en tout cas celle-là pour en parler. En gros, je le dis autrement, c'est on filtre avec nos névroses quoi, en fait. Donc si on est avec, des tas de problèmes, intérieurs, on a un mal fou à intégrer, l'altérité qui peut résider, heu, aussi bien dans des textes fondamentaux comme ça, parce que il ne doit pas y avoir quand même complètement un hasard au fait que la Bible a traversé des milliers d'années, et qu'elle est toujours traduite et que c'est le premier livre au monde, qui se lit, donc il doit y avoir un truc dedans, hein, je veux dire, c'est quand même un petit peu plus puissant que Netflix, donc il doit y avoir quelque chose. Sauf que ce quelque chose fondamental, cette expression de la profondeur de la source et du vivant, ne nous est plus totalement accessible, notamment par ces ratés, volontaires ou pas, de traduction. Donc je reviens à ce que tu disais, si tu peux revenir à, aux 3 concepts et notamment à ceux qu'on maîtrise moins, je pense que ça permettrait de comprendre d'où on est descendu et donc on n'est pas du tout dans la chute d'Adam et Ève avec la pomme. Celle qu'on a perdue comme pomme, c'est la pomme effectivement de la connaissance. La pomme de la vie, la pomme de l'être avec. C'est pas du tout savoir si le serpent est venu faire des guilis à Ève ou à enfin voilà, bref, c'est là encore on est descendu au troisième sous-sol. Donc bref, voilà, si tu peux donner cette clé de lecture de qu'est-ce que ça représente, ça permet de mieux comprendre, bah, où on est coincé et quel serait le chemin de remontée vers. Tu vois ce que je veux dire? Bah, écoute, je vais essayer, d'approfondir ça. Effectivement, nous pensons dans une langue, hein, et les langues sont à la fois grandes, mais il y en a d'autres qui sont grandes et qui pensent autrement. Bah, d'ailleurs, plus on est plurilingue, plus on est riche de connaissances, hein, puisque c'est une façon de penser le monde et comme tu le dis, donc effectivement, la tradition biblique, donc à la fois, en hébreu, araméenne, grec, traduite en latin et en français, je leur dis, le français est une langue très conceptuelle. Et donc, à l'aune du français, si on n'est pas attentif à la poésie et bien sûr, on va perdre, cette dimension poétique, lyrique, en fait, que portent les textes et qui nous emmène vers d'autres façons de connaître, hein. Hem, Moi, je m'intéresse particulièrement d'ailleurs au christianisme dit, syriaque, donc araméen d'origine araméenne et donc devenu syriaque, qui est beaucoup plus lyrique. C'est la partie la plus orientale de la tradition chrétienne qui est très, très méconnue. Bref, donc et effectivement la tradition chrétienne, il va y avoir un mélange, ceci dit, mais tu sais, ce qui va fonctionner entre une tradition hébraïque et araméenne et grecque et qui va lancer une nouvelle civilisation. C'était pas prévu que ça marche aussi bien, hein, ce qu'on appelle les pères grecs, parce que bon, l'évangile est écrit, alors sans doute une tradition orale araméenne et puis il y a aussi des textes puis grecs. Donc déjà, quand on parle au grec, on a perdu en partie l'araméen parce que c'est une langue beaucoup plus, fluide, hein, les traditions sémitiques, tout simplement. L'hébreu, l'araméen, l'arabe, c'est des langues qui sont moins conceptuelles, hein, que les langues, européennes, enfin indo-européennes, donc dont le latin, le grec et seulement le français. Donc il y a effectivement être conscient de tout ça, quoi et donc de repartir, effectivement dans les textes, quand on connaît pas les langues, bah, de lire des exégèses qui sont aujourd'hui de plus en plus intéressantes et larges, quoi, hein, et qui nous ouvrent ces textes à une compréhension qu'on avait totalement perdue, quoi. Hem Donc ça c'est à mon avis très important. Donc effectivement pour la vie, hem, c'est cette opposition entre Zoé et Psyché que notamment dans l'évangile de Jean et de Luc, est très, très, très parlante. C'est que,
je reviens sur je dis, le but de la vie, c'est de passer de bios à psyché et à zoé et que d'ailleurs la résurrection, c'est un mot latin qui veut rien dire pour moi résurrection, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Par contre, devenir vivante chez les vivants, ça commence à me parler, hein et c'est ce que dit, quand Jésus, après sa mort, est dit, vivant, il est dit il participe de la zoé. C'est quoi cette affaire-là? Et je pense qu'après la recherche en fait, dans le cas des disciples, c'est de passer c'est ça, de passer de psyché à zoé, quoi, hein. De devenir un être la zoé, elle est immense, quoi. Elle me met en lien, en connexion, comme on dit aujourd'hui. Moi, je préfère mettre en relation avec toute la profondeur de la vie, dans le visible et dans l'invisible, quoi, hein. Elle me relie, elle est donc c'est vrai, je ne suis plus d'ailleurs une monade isolée, je suis en lien parce que cette Zoé, elle est la même, en fait, elle est comme elle est à la fois dans la profondeur et enfin, dans la grande profondeur et la grande hauteur, elle englobe tout, quoi. Heu, Tout en étant singulier. Ça aussi, c'est le mystère, quoi. C'est d'accéder à cette à cette puissance unique de la vie qui traverse tous les vivants et en même temps d'être un être singulier. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'intéresse, fondamentalement à redécouvrir. Alors là, on parlait des traditions, bibliques, juives et chrétiennes, mais je prends tous les grands textes des grands que ça soit des textes des monothéismes, de l'islam, mais aussi, des traditions orientales disent la même chose, des peuples premiers disent un peu la même chose, cette quête de ce mystère de la vie, quoi. Je pense que c'est ça qui va de plus en plus, dans cette nouvelle civilisation de la vie une, nous intéresser de plus en plus. D'ailleurs, toi, tu me questionnes là-dessus, moi je balbutie encore, hein, là-dessus, hein, je me nourris, hein. Mais comme on est devenus assez pauvres, mais j'ai envie d'être plus riche, quoi. Donc je me nourris à la fois par la pensée, par l'intelligence, par les textes, mais aussi par l'expérience, comme tu le disais, et c'est, dans les relations, fondamentalement, avec d'autres vivants que ça se joue, hein, que ça se redécouvre. Et on découvre aujourd'hui, bah, d'autres intelligences chez, d'autres cultures, des de beaucoup d'espèces animales et que, bah, comment les arbres sont intelligents, donc c'est pas la même intelligence, comment, les oiseaux et cetera et ça me fascine et ça m'intéresse, quoi et ça va nous int enfin, ça m'intéresse, ça nous intéresse de plus en plus et dans cette nouvelle effervescence de connaissances et pas seulement de savoir, donc d'expérience, c'est là qu'on dit: «Mais ça vaut le coup quoi les copains, c'est pas foutu l'affaire, hein». Un nouveau monde est en train d'émerger quoi, tu vois? Et c'est trop bien quoi. Et pour ça effectivement, il faut remettre la technique, une technologie au service de la vie quoi. Et ça, c'est pas gagné du tout. Enfin ça va pas se faire, ça se fait dans la confrontation malheureusement, hein. Voilà, donc ça on peut peut-être en reparler comment je sais pas comment on va y arriver parce que je voilà, il y a je là, je suis dans un gouffre, quoi. Mais j'ai une croyance, une confiance, une espérance, une expérience aussi, que la vie, nous en étant dans cette dynamique-là, des chemins se découvrent, quoi. Donc c'est pas moi qui dis: «Je vais y arriver». Ça, c'est je reste dans la modernité de la toute-puissance. C'est, je me mets à la disposition de cette énergie de vie qui est tellement immense et qui me voilà, qui me traverse avec les autres et que là-dedans, se passe de la toute nouveauté qui ouvre des chemins de traverse par rapport, bien sûr, au mainstream et que moi, je suis heureux d'être là, quoi. Donc, Olivier, je te remercie pour cette première partie qui nous a, éclairé, donné, des clés de compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce qui décline et de ce qui émerge. Merci aussi pour cette fin sur, ces 3 notions, du vivant et ces 3 notions grecques du vivant qui donnent beaucoup plus d'ampleur et de compréhension de ce par quoi nous sommes traversés. Donc je propose qu'on termine ce moment avant d'ouvrir sur une autre étape. Bien, écoute, merci pour, déjà cette première partie, Christine.